Bonjour à tous, merci de l'invitation. On va changer un peu de sujet, on va être beaucoup plus technique. Donc, je vais aborder un petit peu la manière dont le service dans lequel j'ai la chance de travailler, la province de Hainaut, a abordé la problématique des inondations. Et donc, je pense qu'on peut parler de chance. On n'a pas été touché comme Liège et Namur et le Luxembourg ont pu l'être, mais on a quand même par le passé, et même l'année passée aussi, connu des épisodes d'inondation. Et de manière relativement récurrente, avec des dégâts. On n'a pas eu de morts. À Gerpine, il y a très longtemps, mais on n'a pas eu de morts. Mais voilà, il y a des fameux dégâts qui ont eu lieu. Et donc, il y a une dizaine d'années, la province de Hainaut a décidé de, formaliser tout ça à travers un projet et de dégager chaque année des budgets et de dédicacer une équipe donc d'ingénieurs et de techniciens pour la lutte contre les inondations. Et donc ce projet a été lancé en 2010. Il porte le nom de NAKIA. Donc NAKIA, en fait, c'est notre ancien inspecteur général de notre service qui était féru d'histoire, etc., qui a découvert ce nom. Ce sera en fait une ancienne reine babylonienne qui aurait créé, en tout cas incité à créer les premiers ouvrages contre les inondations au niveau de Moyen-Orient, au Tigre et l'Euphrate. Donc voilà d'où vient ce nom qui peut paraître barbare pour certains. Donc ce projet, il se décline en différentes étapes. Et donc on a d'abord une première phase de reconnaissance. Donc il existe, pour les techniciens le savent peut-être, mais peut-être pas pour tout le monde, donc il existe un atlas, je veux dire, des cours d'eau. Donc on parle ici des cours d'eau non classés, donc, des cours d'eau non navigables, pardon. Mais bon, cet atlas date, et donc ce travail n'a pas vocation à remplacer l'atlas, mais en tout cas de remettre à jour toutes les données. Donc il y a tout un travail préalable de reconnaissance des cours d'eau. Une fois que ces connaissances sont mises à jour, on peut à ce moment-là les utiliser au travers de logiciels spécifiques pour modéliser le bassin hydrographique, le bassin versant, et donc mieux comprendre et appréhender le fonctionnement du bassin versant avec les différents affluents, de simuler au travers de pluies soit observées ou de pluies projets. Bon, c'est un peu technique, je suis disposé à répondre à vos questions si vous souhaitez investiguer le sujet. Et on essaie de recréer, de voir comment se comporte le bassin versant et d'éventuellement recréer les inondations, de les comprendre et d'imaginer des scénarios d'amélioration, de lutte contre ces inondations. Donc tout ça, on est fortement aidé grâce à des logiciels maintenant et qui évoluent au fonction du temps. Et donc ces modèles sont en permanence revus et corrigés par l'évolution de nos connaissances. Et donc ensuite, on teste des scénarios, et si un scénario peut apporter une solution efficace, donc dans un rapport coût-bénéfice, à ce moment-là, on le propose à nos autorités pour le budgétiser, et on l'étudie également en interne. Donc toute la chaîne se fait en interne au sein du service. Et enfin, la phase, je veux dire, réalisation. Donc là, c'est pas en interne, c'est au travers de marchés publics où on désigne donc des entreprises pour exécuter ces travaux. Et enfin, et là j'insiste fortement, c'est bien, tout ça vous sera expliqué avec différents slides après plus visuels. J'insiste fortement sur cette phase. Donc c'est magnifique de créer des ouvrages, mais il faut absolument les entretenir. Et donc ça, on s'y tient et on est assez fiers de l'assurer. Donc on a comme ça une équipe qui a sa tournée et qui régulièrement, donc plusieurs fois par mois, passe sur chaque ouvrage, soit avant des crues pour bien voir que l'ouvrage est propre au niveau des grilles, des vannes, etc., mais également après les crues ou de manière régulière, afin que le bassin, si c'est un bassin de rétention par exemple, soit bien vide avant qu'un événement pluvieux n'arrive. Parce que voilà, j'ai encore vu récemment à la télévision, donc après voilà, je ne juge pas parce que j'étais pas sur place, je ne connais pas, mais on dit le bassin ne s'est pas rempli et tout, mais on voyait des photos avant l'inondation, il était rempli. Donc voilà, un bassin, s'il est rempli avant, il n'a aucune utilité.
Et donc voilà, ici il y a un petit souci dans l'affichage, normalement on voyait bien les textes. Et donc, grosso modo, à notre échelle provinciale, c'est relativement important. Depuis 10 ans, donc c'est 55 millions qui ont été investis dans ce programme, à la fois dans les études, les travaux, les acquisitions de terrain, j'y reviendrai, et dans quelques matériels aussi qu'on a dû acheter, l'utilisation de logiciels, etc. Donc voilà, c'est un investissement qui continue à être prévu chaque année, mais qui est assez important à notre échelle provinciale. Alors, le réseau que l'on doit couvrir, voilà, les provinces ont la charge des cours d'eau navigables de 2e catégorie. Et en amont de ces 2e catégories, il y a toute une série de cours d'eau non navigables de 3e catégorie qui, eux, sont gérés par les communes. Mais pour avoir une vision, je veux dire, globale et intéressante du bassin, donc il est important aussi que l'on ait cette connaissance en amont. Et des fois, en aval, on communique, on collabore très fréquemment donc avec nos collègues de la région qui, eux, gèrent les premières catégories. Et donc, en gros, on est à pas loin de 2500 km de cours d'eau répartis dans différents sous-bassins. À l'ouest, l'Escaut-Lys, au nord, la Dante, la Seine, au sud, la Haine, et à l'est, donc principalement la Sambre, un peu Meuse-Amont et l'Oise. Alors, au niveau de l'état d'avancement de ce projet, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment eu un souci dans l'affichage, mais voilà. Donc ici, ce sont l'avancement des reconnaissances. Donc actuellement, on est plus ou moins à un gros 60% de reconnaissance. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Et c'est ça qu'au début de ce projet, quand on l'a lancé, on a été voir les communes, les élus, etc. Il y avait d'abord tout ce travail à faire, puis les modélisations, et enfin les ouvrages. Et donc, maintenant qu'on a 10 ans de retour, je veux dire, on a un turnover, un rythme de croisière qui est atteint. Mais les premières années, il n'y a pas beaucoup de résultats. On a ici devant nous des citoyens qui nous ont très bien expliqué leur point de vue. Et donc, quand on présentait ce projet il y a 5-6 ans, on dit « ouais, c'est bien beau, Naker, mais pour l'instant, c'est que des études, du papier, il n'y a rien dans le concret. » Voilà. On a maintenant une petite vingtaine d'ouvrages qui sont en fonction, et chaque année, on en a, je veux dire, plus ou moins 2 qui se créent. Et donc, voilà, on a maintenant de l'avance. On avance, je veux dire, et c'est quelque chose de plus visuel. Au niveau des modélisations, donc, je vous disais, donc, c'est retranscrire, je veux dire, le comportement d'un bassin versant, où on reproduit, on essaie de reproduire le plus fidèlement possible, parce que c'est pas l'hydrologie et l'hydraulique. L'hydraulique, ça va, mais l'hydrologie, c'est un peu plus compliqué à appréhender, parce que ça dépend d'énormément de paramètres, le type de pluie, le type de sol, la saturation du sol, les petits éléments isolés qui peuvent modifier le comportement d'un cours d'eau, d'un écoulement. Donc c'est un phénomène assez compliqué à maîtriser. Donc voilà où on en est dans les modélisations. On a plus ou moins 55% donc, de notre territoire qui est modélisé et qui aboutit à l'étude de scénarios et l'aménagement d'ouvrages, comme il est montré ici donc, sur le slide. Donc, ici, on est dans l'entité de la Louvière, où on a testé l'efficacité de la création d'une rétention en amont d'une zone habitée et touchée par là. On était plutôt ici dans un phénomène de coulée boueuse, de pluie de courte durée. Et enfin, les ouvrages, et c'est un peu l'objet ici de la présentation. Voici un peu la carte des différents ouvrages que nous sommes en train d'étudier ou qui sont réalisés. Vous avez en vert donc, les ouvrages qui sont réalisés, donc il y en a une vingtaine. Il y a tout un jeu de couleurs, donc en bleu c'est ce qui est étudié cette année, en rouge c'est ce qui sera étudié prochainement, et en noir. Et ça, je tenais quand même à le signaler. Donc, c'est des ouvrages qui sont budgétisés, qui sont étudiés. On a l'entreprise, mais malheureusement, on n'a pas encore l'accès au foncier. Et donc là, ça reste notre problématique. On ne va pas s'inviter chez le privé, chez autrui, comme ça, mais ce n'est pas évident. Certains dossiers, je veux dire, en moyenne, entre le moment où on propose un aménagement et au moment où il est fait, il y a une petite dizaine d'années. J'ai ici des
des collègues avec qui on collabore fréquemment et qui ne vont pas me contredire. Voilà, c'est rare quand on réussit à faire ça en 2-3 ans, parce que voilà, bien souvent, je vous le disais, on essaye de retenir les eaux en amont de là où il y a les problèmes. Et forcément, il faut un peu embêter des gens qui n'étaient pas nécessairement touchés par les inondations, et donc c'est pas facile. Par contre, ce que je voulais quand même insister, c'est qu'on évolue malgré tout dans la construction de ces ouvrages et qu'on essaye de tendre vers plus de biodiversité et de développement durable. Et ça, je pense que ça rentre dans le cadre de cette journée. Donc, bien sûr, l'objet principal, c'est la lutte contre les inondations, mais on essaye d'optimiser les déblais remblais, on essaie de créer des zones humides pour renforcer la biodiversité. On crée également des zones plus vertes et on essaie de les gérer aussi, notamment via éco-pâturage, etc., pour limiter donc l'empreinte carbone. Je vais passer, parce qu'apparemment le temps passe vite, donc on a tous des outils de monitoring, mais qui ont été un peu abordés précédemment, donc je suis disposé à répondre à vos questions par la suite. Je disais, rien ne sert de construire sans entretenir. Donc voilà, on a ici quelques exemples de photos qui montrent qu'on essaye d'entretenir le plus régulièrement, le plus proprement possible nos ouvrages afin qu'ils soient efficaces au bon moment. Et quelques exemples de réalisation. Ici, c'est un projet phare, je veux dire, récemment qu'on a réalisé, conjointement donc avec les services de la région wallonne, qui montre que les services publics collaborent, et je veux dire efficacement, pour lutter contre les inondations. Et ici, il y a un peu de tout. Il y a de la biodiversité, il y a du didactique, il y a de l'éco-pâturage. Il y a vraiment un projet global pour lutter contre les inondations, mais aussi renforcer la biodiversité. Ici, d'autres exemples dans la région du Tournésie, donc d'un bassin d'orage. Également, un autre bassin d'orage. Ici, c'est un bassin d'orage qui existait et que l'on a agrandi, et qui maintenant est une zone où plein d'oiseaux viennent régulièrement nicher, etc., ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc il y a aussi ce renforcement-là qui peut être apporté grâce à ces ouvrages. Ici un exemple de réalisation dans la région de Hatt, et qui montre juste après sa construction, donc une photo là en construction, et juste après sa construction, l'ouvrage a pu montrer ses effets et donc à limiter en tout cas le risque. Il n'y a pas eu d'inondation cette fois-là, mais en tout cas à protéger le village de Guilanguien. Ici un autre aménagement qui est en projet dans la région de Hatt, où on va créer moult aménagements de renforcement de la biodiversité. On va mettre donc des nichoirs, des mâts, créer une promenade didactique, etc. Et donc ces ouvrages, voilà, je me répète, mais ont différentes fonctionnalités, outre la protection contre les inondations, et aussi une sensibilisation, l'éducation, etc. Voilà, et une petite vidéo pour conclure, pour expliquer un petit peu donc ces différents ouvrages de manière visuelle. Ici, ils avaient déterminé qu'il fallait une zone d'immersion à peu près à cet endroit-ci, parce qu'on avait la capacité de pouvoir retenir 50 000 m3. Tous les 25 ans, on peut craindre une inondation. Ça, ce ne reste que des statistiques, mais une inondation, en fait, le cours d'eau ne sera pas capable, malgré l'ouvrage, d'absorber cette pluie. Il y aura risque de débordement, mais évidemment un débordement nettement limité par rapport au fait que si l'ouvrage n'avait pas été présent.
profiter ici du relief relativement accidenté pour venir barrer la vallée. Donc avec une digue en terre munie de pales planches, c'est un peu technique, mais donc c'est un rideau de métallique qui va assurer l'étanchéité, avec un ouvrage de régulation muni d'une vanne qui va étrangler le débit. Et donc en cas de forte pluie, donc le surplus d'eau va être stocké, on va dire, du bon côté, donc dans la vallée côté prairie, pour protéger donc les habitations. Je vais regarder si vous avez des champignons supérieurs de type mérule qui se sont développés. Si pas, je vous donnerai quelques conseils pour éviter qu'ils apparaissent. D'accord. Et mon collègue fera tout ce qui est prélèvement d'air Oui, et de surface. Ici, on peut voir derrière les plaques de gyproc le développement de nombreuses plages de moisissures qui sont là parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Et c'est bien la preuve qu'il faut absolument éliminer les plaques de gyproc suite aux inondations, ainsi que la structure en bois, parce que voilà, c'est un substrat idéal pour le développement de moisissures qui peuvent, dans des cas graves, provoquer des hémorragies pulmonaires.